Voilà, donc je vais vous parler de la relation entre architecture et agilité à l'échelle. Donc en général, les architectes, surtout dans le monde agile, sont un peu vécus comme des empêcheurs de tourner en rond. Voilà, c'est eux qui expliquent qu'il ne faut pas faire. Puis ça prend des temps, voilà, les études d'architecture prennent des temps absolument pas compatibles avec les rythmes agiles. Voilà, et en général, voilà, c'est les grognons de l'histoire. Hein. Et donc là, je vais essayer dans cet exposé de vous montrer qu'on peut faire de l'architecture agile et que bien au contraire, la démarche d'architecture s'insère parfaitement dans le cadre agile. Alors pour être plus spécifique, je vais surtout parler de l'agile à l'échelle et de la manière voilà, dont l'architecture joue un rôle dans ce domaine. Voilà, alors je vais vous présenter, alors il y a 4 parties, vous présenter rapidement Sésame, donc c'est le cabinet que je dirige. Et puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais d'abord parler un petit peu de la face cachée de la force, puisque voilà, très souvent, quand on est dans le monde agile, voilà, on explique que voilà, tout va bien, c'est super, mais il y a malheureusement aussi un certain nombre de grands problèmes qui sont connectés, je dirais, moi, à mon domaine, c'est-à-dire à des problèmes d'architecture. Et je vais essayer de vous montrer quelques cas et quelques feedbacks voilà, du terrain là-dedans. Et puis ensuite, rentrer un peu voilà, comment est-ce qu'on peut faire de l'architecture en mode agile. D'abord, sur le troisième section, ça va être un peu voilà, les bases de cette approche. Et puis ensuite, je vous montrerai quelques éléments concrets. Voilà, Sésame en 2 mots. Donc Sésame, c'est un cabinet d'architecture de système. Voilà, donc on ne fait que de l'architecture. C'est une spin-off de l'école polytechnique, voilà, dont je suis également l'un des professeurs. J'ai dirigé pendant à peu près 12 ans la chaire d'ingénierie des systèmes complexes de l'IX. Et voilà, on a extirpé Sésame de cet environnement. Et donc, grosso modo, nos troupes ne sont que des architectes. Voilà. Et la particularité de ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur des projets et des systèmes complexes. Donc ça peut être des projets de développement produit, où là on est plutôt dans des mondes très matériels, mais où des techniques agiles s'appliquent aussi. On peut être dans des problématiques de transformation, transformation d'organisation ou transformation digitale, voilà, et des problématiques de développement, de conception de nouveaux systèmes d'information, de transformation de systèmes d'information. Les points qui caractérisent tout ce qu'on fait, c'est qu'en général, voilà, c'est compliqué, c'est complexe. Ça veut dire beaucoup de besoins, beaucoup de parties prenantes, beaucoup de composants du système et beaucoup de problématiques de transversalité. Donc on ne peut pas attaquer à une petite échelle, mais qui nécessite de mettre en place beaucoup de monde et de coordonner donc, en transverse beaucoup de monde pour adresser ce type de problématique. Voilà, donc on est nous-mêmes très centrés sur la valeur, sur l'agilité. Voilà, je dirais la réduction du time to market des projets sur lesquels, des programmes sur lesquels on travaille, c'est vraiment quelque chose de clé. Et je dirais, ça fait la collaboration et l'agilité, c'est vraiment dans nos gènes. Donc on fait ça depuis une dizaine d'années, avant que le sujet, d'ailleurs, la connexion entre architecture et agilité à l'échelle commence à devenir un peu à la mode. Et donc je vais vous montrer quelques éléments après. Là on est un petit cabinet encore, une 50aine de personnes, un peu moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est partenaire SAFE, voilà, et on intervient pas seulement en France, on a une grosse couverture en Asie, en particulier en Chine et au Japon. Alors derrière tout ce qu'on fait, on a une approche outillée, disons méthodologique. Voilà, donc on utilise un cadre d'architecture de système qui est public, qu'on essaye de diffuser en mode open source. Il y a actuellement environ 6000 personnes formées dans le monde sur ce cadre et 600 au niveau confirmé, donc qui est un niveau de seniorité. Voilà, pour des architectes qui commencent, disons, qui savent travailler dans des contextes difficiles en pleine autonomie. Voilà. La surface, un peu pour vous donner le type de domaine dans lequel on intervient, qui vont être en fait les endroits d'où on a des retours des terrains.
Donc on intervient beaucoup dans l'industrie. On travaille dans l'aéronautique, dans le spatial en particulier. Donc c'est nous, par exemple, qui avons fait émerger le gros projet de transformation digitale chez Airbus. On travaille dans le transport et dans l'énergie, et puis dans la banque et dans les services. Voilà. Donc ce qui fait on commence à avoir une surface raisonnablement disons, importante de cas et de retours d'expérience dans tous ces domaines. Donc je vous ai entouré en rouge, en plein ou en pointillé, les domaines où on déploie des approches agiles à l'échelle, soit dans des environnements qui sont vraiment des environnements de conception produit, donc ça je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, qui posent des problématiques particulières parce que là on n'est plus simplement dans le logiciel, là, il y a de la mécanique, il y a de la physique, voilà, et donc il y a les approches classiques voilà, qu'on connaît bien dans le logiciel ont des limites dans son type d'environnement. Donc là, il faut disons, changer les choses un peu à la base, dans le fonctionnement même de l'équipe agile à la base, pour s'adapter à ces environnements. Et puis ensuite, d'autres cas qui sont purement logiciels. Voilà. Alors, ceci étant rappelé, voilà, c'était juste pour poser le décor. Je vais rentrer dans quelques éléments de difficulté voilà, qu'on a observés au cours des 3-4 dernières années. Voilà. C'est comme l'agilité à l'échelle, quelque part, c'est relativement récent encore. Là, il y a la pénétration, on s'est beaucoup accéléré au cours des dernières années, mais on a commencé à observer des feedbacks significatifs finalement assez récemment. Donc le centre de gravité de l'exposé, c'est l'agilité à l'échelle. Donc je vais pas parler d'agilité au niveau de l'équipe, je vais m'intéresser à l'agilité au niveau de l'entreprise. Donc là, vous avez l'exemple voilà, du cadre SAFe que j'imagine tout le monde connaît. Donc la problématique de l'agilité à l'échelle, c'est une problématique de faire passer, enfin, comme le nom le dit, l'approche agile sur différentes strates d'entreprise. Donc c'est d'abord, vous allez devoir leur faire passer au niveau disons, de domaines, ceux qui sont pris en charge par les trains, puis ensuite au niveau d'ensembles plus gros voilà, qui sont pris en charge par les large solutions dans le modèle SAFe. Et puis ensuite, il y a la coordination d'ensemble, que SAFe, c'est un niveau que SAFe appelle portefeuille, voilà, auquel également il y a la coordination. Voilà. Donc l'agilité à l'échelle, elle est beaucoup plus complexe à gérer que l'agilité au niveau d'une simple équipe, puisque là maintenant on a beaucoup d'équipes qu'il va falloir coordonner. Le problème va devenir des problèmes de garantir finalement que le tout soit cohérent. Et donc vous allez avoir des problématiques de gouvernance qui vont se poser, des problématiques de cohérence transverse qui vont arriver, des problèmes thématiques simplement d'organisation, parce que le cadre SAFe vous donne un cadre, voilà, vous dit absolument pas comment il faut découper votre organisation voilà, pour que ça marche. Et on observe en pratique pas mal de problèmes parce que voilà, les découpages qui sont faits ne sont pas toujours optimaux. Et donc je vais vous montrer quelques exemples. Voilà. Donc tout ce que je dis, c'était juste pour bien poser le cadre. Tout ce dont je vais parler ne concerne que l'agile à l'échelle. Donc d'abord, quelques éléments voilà, qu'on observe en pratique. D'abord, il y a clairement voilà, l'agilité à l'échelle, il y a une promesse de delivery, il y a une promesse de réactivité voilà, qu'on a. Donc, et puis, en pratique, la réalité qu'on observe, elle est beaucoup plus complexe. Donc, là, vous avez une photo d'un tableau de bord voilà, d'une démarche agile à l'échelle où nos clients ont indiqué, donc c'est tous les fils que vous voyez, ont indiqué toutes les dépendances qui existent entre les différentes actions voilà, qui sont menées indépendamment par les équipes.
Et donc, on voit que ça fait un gros sac de nœuds. Et bien sûr, ce sac de nœuds, quelque part, c'est quelque chose qui ralentit complètement l'esprit agile, puisque ça va être un ensemble de contraintes que les gens vont devoir embarquer sans trop le savoir. Et tout le problème, c'est d'essayer de les éviter. Vous avez aussi une promesse quelque part de livraison régulière voilà, de valeur, voilà, qui est quelque part au cœur de la promesse agile. Et ce qu'on observe aussi en pratique, c'est des gros problèmes d'intégration. Ça veut dire les équipes délivrent, oui, ça va vite. Et puis ensuite, on se retrouve avec des difficultés à mettre tout ensemble. Voilà. Et donc, en fait, on ne va pas aussi vite qu'on voudrait. Donc, c'est tout le problème de la relation entre le local et le global. C'est-à-dire, au niveau de l'équipe, tout se passe bien. Et dès qu'on prend un autre grain d'analyse, qu'on regarde les choses globalement, ça ne se passe pas aussi bien qu'on voudrait. Donc je vais vous montrer ici, c'est des verbatims voilà, qui sont issus de certains de nos clients. Donc les codes couleurs correspondent juste au fait que ça vient d'endroits différents. Oups, j'espère que je peux bouger. Désolé, je n'ai pas une très bonne vue. Donc, voilà. Donc vous avez par exemple voyez, les verbatims, les équipes agiles poussent comme des champignons, mais l'intégration de ce qui est produit localement ne marche pas. Donc c'est le problème que je signalais avant. Les équipes agiles délivrent, mais nous rencontrons des problèmes majeurs liés à l'intégration transverse. On repart en permanence en rework. Les optimums locaux sont trouvés par les équipes agiles, mais nous avons perdu l'optimisation globale. Les dépendances sont multiples, c'était ce que vous avez vu sur la photo avant, et pénalisent l'avancement et notre capacité à intégrer les livraisons. La direction a poussé l'objectif d'autonomie des équipes sans corps de rappel. En un an, le parc applicatif a progressé de 11%. Donc là, les équipes ont bien travaillé, mais il y a des redondances multiples et on a créé une dette technique. Nous constatons des redondances non maîtrisées, à la fois sous l'angle métier, technique, données, et le bénéfice voilà, de délivrer rapidement souffre du manque de réutilisation. Les équipes de développement impactent en parallèle les mêmes composants, sans partage de l'architecture et des composants et sans cadre, et donc il y a beaucoup de recouvrement. Voilà. Donc quelques extraits qui nous sont venus d'entreprises assez différentes. Et donc le problème numéro 1, voilà, quelque part qu'on observe un peu, nous, de notre fenêtre de vue, c'est des difficultés significatives d'intégration dans un cadre agile à l'échelle. Les symptômes, ils sont assez simples, hein, c'est des retards qui sont significatifs et trop d'itérations avant les mises en service voilà, du tout intégré. Et ça se pose quand on s'intéresse à des services complexes. Et la cause racine, alors là c'est un peu l'architecte qui parle, c'est souvent un mauvais découpage fonctionnel voilà, du système d'information que vous avez en transformation, et également un silotage des équipes agiles. Voilà, parce que c'est pas parce que tout fonctionne bien localement que transversalement les gens se parlent. Et donc voilà, vous pouvez, dans un cadre agile à l'échelle, recréer très facilement des modes de fonctionnement silotés, à l'ancienne quelque part. Donc la réponse de l'architecture d'entreprise, l'architecture agile, ça va être en fait de mettre de l'architecture. Voilà, donc l'architecture fondamentalement, ça porte la vision d'ensemble, ça essaye de garantir la cohérence voilà, du tout. Et donc l'idée de base, c'est d'intégrer des rituels architecturaux voilà, dans les rituels agiles. Je vous montrerai des exemples qui sont centrés sur des partages de modèles. Voilà, ça veut dire c'est tout bête d'une certaine manière, ça veut dire qu'on va essayer au fur et à mesure qu'on avance et dans le rythme du cadre agile de partager ce qu'on est en train d'essayer de faire et pas simplement de partager des tâches. Voilà. Donc ça, je reviendrai après. L'approche agile est très centrée sur le partage voilà, d'activités, voilà, faire quelque chose. Dans les rituels, donc on partage en fait des vues projets. Et l'essence même de l'architecture, c'est de s'intéresser aux produits, c'est-à-dire à ceux qu'on fabrique. Et donc l'idée des rituels agiles voilà, en architecture, c'est de remettre un peu le produit voilà, au
au cœur, donc le système en transformation, voilà, au cœur du dispositif. D'autres problèmes, c'est une deuxième catégorie de problèmes qui est un peu différente. Donc là, c'est plutôt des problèmes d'organisation. Voilà, donc, nous avons découpé nos large solutions et nos trains en les alignant avec l'organisation de notre groupe, mais cela ne fonctionne pas. Nous ne savons plus très bien comment faire. Voilà. Une difficulté majeure est la structuration des trains, des programmes, des équipes agiles. Les trains ont été organisés autour des technologies et cela marche mal. La cohabitation et la cohérence entre l'ancien monde, voilà, donc le delivery classique en mode cascadé, et l'agilité et l'échelle est un vrai sujet, parce qu'en général, voilà, on a souvent deux mondes, je montrerai un exemple après, qui cohabitent. Donc la gouvernance globale est un point critique. Alors là, celui-là aussi rigolo, le cabinet qui avait aidé à mettre en place l'organisation agile à l'échelle avait un success fee de création de valeur à 6 mois. Ce qui l'a conduit à privilégier une somme d'évolution locale en se défiant des conséquences à plus long terme. Voilà. Donc ça, c'est une situation. Hein, voilà, le cabinet qui a mis en place ce dispositif a commis vraiment de grosses erreurs. À nouveau, je suis désolé, je suis architecte, donc je vois un peu le monde à travers ma lunette. Voilà, a commis vraiment des grosses erreurs d'architecture de l'organisation dans le cas de ce client. Donc le problème ici, qui est le deuxième type de difficulté, c'est la difficulté à s'organiser en mode agile à l'échelle, c'est-à-dire à instancier, si on prend par exemple le cadre SAFe, à instancier concrètement ce type de cadre, voilà, sur une organisation donnée. Donc les symptômes, c'est souvent vous avez une organisation métier IT qui est très claire sur le papier, mais en fait qui a de grosses difficultés à fonctionner en pratique, en particulier le long des chaînes de valeur de l'entreprise. Et donc, vu de l'architecte, la cause racine, c'est que l'organisation n'est pas bien architecturée. Voilà. Et de nouveau, il y a des réponses qui sont basées sur des techniques d'alignement entreprise, système d'information et organisation, voilà, qu'on essaye de maintenir au cours du temps, parce que bien sûr, tout bouge. Voilà, et il serait complètement irréaliste de penser qu'on a organisé les choses une fois pour toutes. Voilà, donc il faut aussi être capable d'évoluer. Voilà, alors, je vais vous montrer deux cas, c'est des cas sur lesquels j'ai travaillé, qui illustrent un peu les deux problèmes, voilà, que je viens de vous évoquer. Alors, le premier cas, alors, je suis désolé, c'est tronqué au-dessus, c'est un exemple donc, de difficulté d'intégration, ça concerne un gros problème, un gros programme SIRH. Voilà. Donc l'objectif du programme était assez simple. Voilà, donc c'est une grosse organisation. Hein, donc je suis désolé, j'ai anonymisé hein, les cas pour qu'on ne voit pas qui est derrière, mais c'est une grosse organisation, voilà, qui a beaucoup de monde. Donc on parle de centaines de milliers de collaborateurs et qui a un système RH assez obsolète. Voilà, avec des tas d'applications. Il y a un gros millier d'applications qui gèrent les collaborateurs. Et ces applications sont obsolètes. Voilà, et elles datent certaines datent des années 70. Voilà, et les gens qui les maîtrisaient partent à la retraite. Donc voilà, on se dit, voilà, il faudrait peut-être changer ça. Et donc l'idée est assez simple. Hein, on veut créer un système d'information RH centralisé, alors bon, aussi centralisé et distribué, parce que l'organisation est présente sur des gros territoires, mais en tout cas avec quelque part un référentiel RH unique autour, qui soit une sorte de référentiel maître, autour desquels tous les référentiels locaux peuvent se synchroniser. Et ce programme, voilà, vous avez la timeline en haut, il y a eu deux grandes phases. Il y a une phase initiale voilà, qui a duré 7 ans, qui s'est faite en mode projet traditionnel. C'est un peu comment dire ça, l'exemple de tout ce qu'il ne fallait pas faire. Voilà, c'est vraiment le projet dirigé en mode cascadé, très directif, avec un chef de projet, un chef de programme autoritaire et qui essaye de faire fonctionner tout ça à la schlag. Et cette première phase s'est soldée par un sinistre échec. Voilà, le chef de projet en question a été remplacé, voilà, le directeur de programme a été remplacé. Et surtout, quand on regarde la valeur,
En 7 ans, on a réussi à embarquer de l'ordre de 2% des personnels dans la base centralisée. Donc en fait, on n'a pas fait grand-chose et on a mangé beaucoup d'argent, bien sûr. Donc à ce moment-là, c'est à peu près à la fin de cette phase-là que moi je suis intervenu, s'est posé la question de reprendre les choses différemment. Et donc il y a un nouveau directeur qui est arrivé, lui qui était je dirais, à fond la caisse pour l'agile à l'échelle et qui s'est mis à refonder ce programme en mode agile à l'échelle. Le programme a redémarré dans une optique complètement différente, en fonctionnant de manière radicalement différente. Donc typiquement, autrefois, on faisait vraiment des chaînes cascadées, définition du besoin, analyse du besoin, spécification générale, spécification détaillée, développement, intégration. Enfin, c'était vraiment une caricature de ce qu'il ne fallait pas faire. Et donc là, on reshape, on retransforme l'organisation, on met en place de l'agile à l'échelle. Tout le monde est très content. Ça a généré un très gros enthousiasme de toutes les équipes. Mais au bout de 2 ans, on commence à avoir des premiers problèmes. Donc les problèmes qui ont été observés, c'est grosso modo chaque équipe, modulo un temps d'apprentissage, parce qu'il a fallu mettre tout ça en mouvement. Chaque équipe a développé dans les règles de l'art ses propres modules. Et en revanche, ce qui s'est passé, c'est que il y a énormément de problèmes d'architecture, c'est-à-dire essentiellement de mauvais découpage fonctionnel, d'API qui étaient pas très bien définis. Il y a également la prise en compte de tout ce qui est à l'extérieur, c'est-à-dire ce système centralisé. Lui était développé dans des technologies modernes, mais il devait se connecter avec des systèmes anciens. Et donc toutes les interfaces en fait ont commencé à merdouiller, si vous me permettez l'expression, au moment de l'intégration. Donc grosso modo, les gens au niveau des équipes ne voyaient rien et l'équipe chargée de l'intégration en fait récupérait tous les problèmes de mauvais couplage entre les différents modules et devenait en fait le goulot d'étranglement de la livraison, puisque à la fin on veut un système d'information RH intégré. Chaque module ne fait pas sens individuellement, il fait sens dans le tout, et ce gros tout doit aussi fonctionner avec l'extérieur. Donc ces problèmes d'intégration ont complètement retardé. Donc le premier sprint c'est grosso modo bien passé. Le deuxième sprint a rien délivré. Et puis ensuite, on s'est retrouvé dans des situations de blocage qui, à la fin, sur ce programme, ont remis en cause même l'essence même du programme, puisque quelque part, vu des donneurs d'ordre, ils avaient déjà payé pendant 7 ans. Ils avaient une promesse que l'agilité à l'échelle allait miraculeusement tout changer. Puis voilà, ça s'est pas bien terminé. Donc c'est un exemple de situation où les choses ne se sont pas super bien passées. Donc en termes de réponse, vu de l'architecture, face à ce type de problème, si vous voulez, la manière dont on a essayé de les traiter, c'est en ayant des modèles explicites d'intégration. Donc en fait, on travaille avec les équipes. Donc là, vous avez des exemples de vues d'architecture. Alors, je les ai floutés parce que c'était des projets avec nos clients. C'est des exemples de vues d'architecture qui ont pour but, par exemple, il y a de l'architecture fonctionnelle en bas à gauche, qui ont pour but d'expliciter de manière collective et collaborative les différentes interfaces pour éviter de prendre des décisions de découpage qui ne soient pas les plus efficaces possibles. Voilà. Vous avez également un autre exemple de modèle d'intégration. Donc celui-là, il est complètement anonymisé. Donc là, c'est des chaînes décisionnelles dans des environnements de service. Donc là, par exemple, c'est des vues complètement ad hoc qui, de nouveau, ont pour but de mettre en évidence les différents niveaux de responsabilité métier, les différents domaines fonctionnels, les différents niveaux de responsabilité applicative. Et par exemple, cette vue a été extrêmement utile sur le programme là, où on travaillait
pour aligner, si vous voulez, l'ensemble des acteurs sur une même vision, de leur système d'information. Donc les vues d'architecture, en fait, fondamentalement, on s'en sert pour communiquer à tout le monde la même vision de ce qu'on veut faire. Et c'est vraiment fondamental que tout le monde ait cette même vision. Voilà. Je donne souvent comme exemple les cathédrales. Les cathédrales, elles sont construites sur plusieurs siècles. Si l'ouvrier de base, les ouvriers de base ne partageaient pas la même vision de ce qu'ils voulaient faire, il ne serait récemment jamais rien passé. Donc c'est extrêmement fondamental que tout le monde partage la vision du grand tout. Pour ceux qui connaissent l'annonce faite à Marie, si je prends un exemple de cathédrale, c'est une pièce de Claudel. Il y a un sculpteur sur une collégiale à Saint-Rémy à Reims qui sculpte une petite statue dans un tout petit coin. On lui demande ce qu'il fait, il dit « je construis une cathédrale ». Et dès que vous êtes dans des problématiques complexes, voilà, c'est fondamental qu'il y ait une vision partagée qui soit vraiment au cœur du développement. Donc ça, c'était des réponses techniques. L'autre type de réponse qu'on fait en architecture, elle est d'ordre humain. Voilà, c'est un rôle qui est central en architecture, c'est l'architecte. Voilà. Donc l'architecte, il joue deux rôles qui essayent d'illustrer ce diagramme. D'un côté, il a un rôle technique. Voilà, il doit quelque part penser l'intégration, c'est-à-dire c'est grosso modo savoir comment on découpe le poulet, si vous préférez. L'endroit où on met les interfaces. Voilà. Et puis ensuite, il a un rôle qui est dans le système projet, donc je reviendrai après sur ce terme, qui est d'aligner les gens, voilà, qui est un rôle de convergence autour d'une même vision de l'objet qu'on fabrique. Et donc l'architecte, c'est le cœur, quelque part, du réacteur quand on fait de l'architecture, et c'est un métier difficile parce qu'il nécessite de savoir intégrer voilà, dans son cerveau, dans sa personne, trois types de compétences qui sont radicalement différentes. Il y a des compétences techniques, voilà, mais ce n'est pas un expert technique, ni un expert... vous avez un anti-pattern, si vous voulez, systématiquement, pour chacune des compétences. Quand on fait que de la technique, voilà, on devient un expert technique. L'architecte n'est pas un expert technique, même si c'est un expert en architecture, voilà, donc, mais ce n'est pas un expert. La deuxième partie, elle est de nature comportementale. Donc là, c'est du leadership, de la capacité de communication, de la capacité à convaincre, de la curiosité. Et le dernier, c'est de la méthode. Voilà. Et de nouveau, si vous voulez, si vous ne faites que des compétences comportementales, vous êtes un coach, voilà, ou un manager. Si vous ne faites que de la méthode, vous êtes un ayatollah méthodologique. C'est pas ça, l'architecte. Et donc l'idée, c'est d'être capable, voilà, de savoir marier ces trois types de compétences, voilà, qui sont parfois un peu antinomiques, pour faire un bon architecte. Voilà, un deuxième cas qui illustre de nouveau les problèmes que je vous ai montrés. Donc là, c'est un problème de digitalisation d'un système de distribution. Donc de nouveau, j'ai anonymisé, voilà, pour qu'on ne se rende pas trop compte du contexte. Donc c'est une entreprise de service qui veut digitaliser l'ensemble de son système de distribution, qui vieillit, qui a été à nouveau, c'est pas aussi obsolète que le cas SIRH que je vous ai montré, et il décide de mettre en place une plateforme moderne de distribution, voilà, à destination des utilisateurs métiers. Et puis en même temps, on se dit, la DSI est complètement ringarde, elle est organisée à l'ancienne, donc on va avoir un modèle d'organisation qui soit cohérent avec notre approche digitale, et donc on passe en mode agile à l'échelle. Alors ça se met en place dans la douleur, voilà. Et puis au bout d'un certain temps, il commence à y avoir de gros problèmes qui arrivent. C'est à ce moment-là aussi où j'avais été appelé. C'est un projet aussi qui ne s'est pas très bien terminé. Enfin, la réorganisation ne s'est pas bien terminée. Le DSI, en l'occurrence, a sauté, voilà, quand le directeur général a commencé à comprendre ce qui se passait. Et donc le contexte était assez simple, le problématique était assez simple. Alors c'était à la fois gros comme une patate, et quand on discutait avec les équipes, d'une certaine manière, personne ne s'en rendait compte. C'est la problématique de la gestion du legacy. Donc tout le problème, c'est, si vous voulez, le business, la vente continue pendant les travaux. Voilà.
Donc cette entreprise avait un vieux système legacy, voilà, sur lequel l'ensemble des opérations, disons, courantes étaient faites. Et donc elle s'est dit, ben, on va faire une nouvelle plateforme de distribution, en architecture moderne. Donc là, on était dans des technologies web parfaitement à l'état de l'art. Le problème, c'était que les données opérationnelles se trouvent dans le legacy, voilà, dans des vieux systèmes. Donc vous avez de l'AS400, des choses comme ça, voilà, des trucs qui ne sont pas du tout modulaires, des données qui sont, par exemple, qui existent nulle part, elles sont juste produites dans les écrans, donc il faut les capturer à la volée quand on veut le récupérer. Donc il y a une énorme problématique de se connecter en fait au legacy pour pouvoir faire fonctionner la nouvelle infrastructure. Et ce qui avait mis la puce à l'oreille de la direction générale sur ce projet, c'est que les volumes de budget qui étaient demandés par les gens qui s'occupaient de la plateforme de distribution étaient simplement hors de toutes les abacs voilà, de la place, et essentiellement liés parce que tout le budget passait dans la reconnexion avec le legacy. Voilà. Et donc l'organisation agile, si vous voulez, qui avait été mise en place là-dedans, était complètement inadaptée parce que ça marchait très bien sur la nouvelle plateforme, voilà, qui avait été alignée par rapport à l'organisation. En revanche, le legacy n'étant pas modulaire, si vous voulez, c'était très difficile de définir des zones de responsabilité claires, bien découpées là-dessus. Et donc, leur transformation digitale, voilà, s'est retrouvée bloquée par des problèmes de capacité à faire, là en l'occurrence. Et ça a été jusqu'au point, finalement, de remettre en cause la cible qui avait été définie. Donc, ils sont allés vers des approches beaucoup plus hybrides que ce qu'ils imaginaient, parce que la cible, c'était de faire un Big Bang pour tuer le legacy, ce qui s'est avéré complètement impossible. Voilà. Donc les recettes qu'il y a derrière, du point de vue de l'architecture, c'est d'abord, il y a des vues qui sont assez importantes. Donc on appelle ça le diagramme d'environnement, c'est simplement être capable de bien capturer ces parties prenantes. Et là, j'aimerais juste faire une petite attention. Les approches agiles sont très centrées client. Voilà. En architecture, on s'intéresse aux parties prenantes. Donc c'est un peu différent du client, parce qu'une partie prenante, c'est n'importe quoi qui peut interagir avec le système. Et donc, par exemple, le legacy, c'est une partie prenante. Voilà. Donc quand on est complètement centré client, on peut oublier le legacy. On peut oublier d'autres systèmes qui sont connectés. Donc le point de départ de ce qu'on fait en architecture, c'est vraiment s'intéresser aux parties prenantes au-delà du client. Et ça, c'est le premier type d'analyse qu'on fait pour bien capter les différentes valeurs à intégrer. Deuxième type de réponse aussi, c'est d'être capable d'expliciter des trajectoires de transformation, donc, qui vous donnent une autre vision sur le projet. Donc là, vous avez un gros projet de transformation digitale. En bas, vous avez une roadmap projet. Donc une roadmap projet, voilà, ça ressemble à toutes les autres roadmap projets. C'est des listes d'actions à faire dans le temps. Et en haut, vous avez la trajectoire applicative qui montre ce qu'on est en train de faire. Donc on est en train de désosser deux systèmes d'information pour en construire un troisième en vert, voilà, qu'on ne voit absolument pas dans la roadmap projet. Voilà. Et donc le fait d'être capable d'expliciter les trajectoires de transformation, ça vous donne une autre vision complètement différente d'un programme et qui est également importante, voilà, pour piloter tout ça dans le temps. Voilà, je vais passer maintenant un peu aux architectures agiles. Donc le premier point, voilà, c'est juste un peu de terminologie. Voilà, dans n'importe quel projet de développement, il y a deux systèmes qui sont en jeu. Le système projet, c'est le système qui transforme, c'est les gens, voilà, qui font les actions de transformation. Et puis le système produit, c'est l'entreprise que vous construisez. Voilà. Que ce soit en agile ou en mode classique, il y a toujours des systèmes projets. Voilà. En classique, voilà, c'est des choses temporaires. En agile, il est permanent, mais fondamentalement, il y a toujours des gens qui transforment. L'agilité à l'échelle, ça s'intéresse surtout au système projet, et l'architecture d'entreprise, ça s'intéresse surtout au produit, voilà, à l'entreprise qu'on construit. Donc c'est des approches complètement complémentaires.
L'autre point également qui est important, donc, le découpage, par exemple ici j'ai repris le cadre SAFE, le découpage en niveaux, ça correspond à ce qu'on appelle une vision systémique, c'est un découpage systémique de l'entreprise et c'est également la même base sur laquelle repose l'architecture d'entreprise. Donc on a en fait des bases extrêmement similaires et la conséquence de ça, voilà, c'est que quand on regarde les deux mondes, un petit peu, la vision architecture, la vision plutôt projet. En fait, c'est des visions qu'il faut aligner et qui sont complètement complémentaires. Donc, déjà, qui ont les mêmes fondamentaux. Donc, elles ne s'opposent pas du tout, elles se complètent. Et c'est ça que je vais essayer de vous montrer maintenant comment ça fonctionne. Alors, le premier point, c'est quand on fait de l'architecture, il ne faut pas la faire n'importe quand, il faut la faire à bon escient. Voilà. Vous avez ce qu'on appelle voilà, la barrière de la complexité. Donc, quand on analyse un système peut s'analyser en nombre d'interfaces. Voilà. Et plus les interfaces voilà, du système deviennent grandes, plus le système devient complexe. Et la complexité, c'est fondamentalement un grand nombre d'interfaces. Voilà. Donc, quand vous êtes dans des systèmes à faible complexité, donc il n'y a pas beaucoup d'interfaces, voilà, il ne faut surtout pas mettre d'architecture. Voilà, les gens en général ils le font dans leur tête, si vous voulez, donc il n'y a pas besoin d'architecte, il n'y a pas de rôle spécifique. En revanche, dès qu'on commence à avoir un grand nombre d'interfaces, dans ce cas-là, les bonnes pratiques disent que c'est le domaine de l'architecture où on va essayer de faire des approches collaboratives avec des modèles explicites. Voilà. Et donc, quand on fait de l'agilité à l'échelle, c'est pour ça qu'on s'intéresse à l'agilité à l'échelle, on rentre dans cette situation. En revanche, au niveau d'une équipe, voilà, c'est moins nécessaire. L'architecture, elle, qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Elle essaye de vous construire une vision holistique, une vision globale, dans laquelle on va essayer de maintenir au cours du temps, de construire, de maintenir au cours du temps, une vision globale de l'entreprise et qui soit cohérente. Donc ça veut dire qu'on va essayer de voir l'entreprise sous son angle métier, voilà, à quoi ça sert, les cas d'utilisation, les besoins, la manière dont elle est organisée, sous son angle informatique, les fonctionnalités à délivrer, les applications, etc. Et on va essayer de repenser tout ça dans une vue d'ensemble. Et donc l'architecte, fondamentalement, il est garant de la cohérence du tout. Voilà. C'est son boulot. Et pour ça, il utilise un outil qui est important, qui sont des vues d'architecture, qui vous donnent des manières différentes de voir une entreprise. Voilà. Donc, vous pouvez voir l'entreprise de l'extérieur, à quoi ça sert, quels sont les services qu'elle rend. Vous pouvez la voir de l'intérieur d'un point de vue fonctionnel, voilà, qu'est-ce qu'elle fait. Donc là, c'est des processus, des activités qu'elle fait. Et puis, vous pouvez la voir d'un point de vue concret. Il y a des gens, des applications, des systèmes informatiques voilà, qu'on met en musique pour réaliser ces processus. Et chacune de ces vues voilà, vous donne une vision différente qui est utile selon les problèmes. Et l'important aussi, c'est de prendre les choses de manière top-down. C'est-à-dire on part toujours du besoin et on fait des choix en fonction des besoins et pas des choix en fonction de problématiques locales. Voilà, ça c'est un exemple, par exemple, c'est une modélisation de Spotify, voilà, très très simplifiée, dans lequel voilà, à l'extérieur on a des utilisateurs, des artistes, de la réglementation, puis à l'intérieur de Spotify, il faut manager l'entreprise, gérer le catalogue, gérer les usagers, et puis après les allocations sur les éléments d'infrastructure et le système. Voilà, donc ça vous donne une certaine manière de penser voilà, qui est derrière et qui se rattache systématiquement à la valeur. Donc de nouveau, voilà, les fondamentaux ne sont pas fondamentalement différents des approches agiles. Alors, quelques remarques. Alors, souvent, quand on est dans le monde de l'agile, on dit que l'équipe agile fait de l'architecture émergente. Voilà, parce qu'elle travaille et de l'architecture de fait qui se construisent. Je veux dire, vous mettez des gens, vous leur demandez de construire quelque chose, et ils créent une architecture de fait. Voilà. Et de l'autre côté, l'architecte, lui, il est plutôt dans une architecture intentionnelle parce qu'il va essayer de savoir où il veut aller. Voilà. Très souvent, voilà, on oppose ces deux manières de faire, mais je dirais, notre point de vue, c'est surtout pas de les opposer, mais c'est de les allier. C'est-à-dire, il faut à la fois avoir, simplement, on n'est pas au même niveau de grain. Voilà. Il faut à la fois avoir un cadre et avoir une vision, voilà. Sinon, si vous avez lu Alice au pays des merveilles, voilà, si vous ne savez pas où vous allez, tous les chemins vous y conduiront.
Donc il faut savoir où aller, tout en laissant de la liberté locale, voilà, aux gens de trouver les meilleures solutions, mais dans un cadre, voilà, qu'on se donne, qui est le cadre donné par l'architecture. Et c'est à peu près ce que SAFE raconte, voilà, quand on lit, voilà, quand on lit les petites zones que souvent les gens ne lisent pas trop. Pour ça, on a un outil aussi qui est le MVA, la Minimum Viable Architecture, voilà, qui va donner le cadre, c'est la quantité minimum d'architecture qu'il faut faire, voilà, pour cadrer quelque chose. Ça peut se faire très vite. Donc, nous, on a des exemples. Vous voyez, on a été par exemple retenu récemment par Aéroport de Paris. On a fait voilà, la Minimum Viable Architecture du terminal 4 de Roissy en un mois. Donc, qui est un gros projet, hein, ça double l'aéroport de Paris. Et c'est tout à fait faisable. Voilà, faut s'en donner les moyens. Donc, une étude d'architecture, à partir du moment où on se centre sur la valeur, sur les choses importantes, elle ne prend pas nécessairement trop de temps. Et ça va donner des cadres qui vont nourrir les trains de développement. Et le dernier point, voilà, c'est la synchronisation. Donc il y a des rituels de synchronisation architecturale donc, qui se marient très bien avec les rituels agiles. Simplement, au lieu de suivre des backlogs, voilà, on regarde l'entreprise qu'on est en train de construire. Et donc on va essayer de mettre en place, c'est à ça que servent les vues d'architecture, à mettre en place ces visions et à les partager régulièrement. Et dernier point, voilà, l'architecte, quelque part, enfin, dans notre vision, c'est le troisième larron, voilà, qui complète le product owner, le scrum master, sous un angle différent, voilà, qui essaye de prendre en charge cette vision d'ensemble dont je vous parlais. Je vais terminer rapidement, il me reste 5 minutes, pour montrer quelques exemples un peu concrets, voilà, de à quoi ça ressemble à quoi ça ressemble l'architecture, cette architecture agile. Alors, on a besoin exactement comme en agile classique, voilà, d'endroits où on va partager des architectures. Alors la petite différence, c'est que quand on fait voilà, des rituels classiques, partager des activités, c'est assez simple. Partager des architectures, c'est un peu plus compliqué parce que voilà, quelque part, c'est pas aussi linéaire qu'un flot d'activités. Donc là, par exemple, vous avez donc c'est un mur de 4 mètres de haut sur 12 mètres de large, dans lequel on a structuré en mode collaboratif. Donc c'était une salle où on se réunissait pratiquement voilà, tous les jours avec des rituels toutes les semaines pour resynchroniser un peu tous les gens ensemble, et puis des rituels tous les 3 mois avec la gouvernance, sur lequel on voit un système d'information qui est en train de se construire. Donc chaque petit post-it représente un module dans ce système d'information. Voilà, et on est en train de les faire émerger collectivement. Voilà, donc ça c'est un autre exemple de salle de collaboration. Donc derrière vous avez des vues dans lesquelles on essaye d'identifier les blocs applicatifs qui répondent à un ensemble de besoins. Voilà. Donc chaque brown paper est une dérivation du besoin en différents composants. Voilà. Là, vous avez par exemple, ça c'est des rituels de partage avec le top management. Donc là, la salle que vous aviez vue avant en post-it, elle a été reproduite avec des outils en format un peu plus numérisable. Et donc vous avez la même salle mais en propre, voilà, avec des gros posters. Donc là, ça c'est le même projet que avec le gros mur, mais cette fois-ci en rituel avec le management. Ce qui fait qu'on fait des revues d'architecture sans PowerPoint. Vous voyez, ça consiste simplement à se balader dans la salle et à suivre les vues les unes après les autres. Qui est très important parce que le PowerPoint est l'ennemi de l'architecte. Ça casse les vues alors qu'elles sont toutes liées. Donc quand vous mettez une slide, vous ne voyez plus l'ancienne. Donc le fait d'avoir tout ensemble est assez fondamental. Voilà, ça c'est des rituels de priorisation.
Donc là, c'est en colonne, vous avez différentes options d'architecture. Et donc là, l'atelier, il consistait à essayer de faire émerger les solutions les plus importantes. Donc c'est un travail à 50 mains. Voilà, donc on voit très bien, si vous regardez les petites gommettes, voilà, qui correspondent aux votes des gens, on voit les alignements. Voilà, quand les gommettes sont bien alignées, c'est-à-dire que tout le monde pense voilà, que telle solution, elle est, par rapport à tel critère, voilà, c'est fort, moyen ou faible. Voilà, et puis, je vais peut-être, comme il est 28, je vais peut-être m'arrêter là. Voilà, j'avais 2 slides encore, mais ce ne sont pas les plus importants.